C'est un peu une première puisque nous essayons de lancer des rencontres mensuelles. La prochaine, ce sera maintenant en septembre, qui s'appelle le mardi de la FO, le rendez-vous de la FO, le mardi de la FO, le mardi. Il s'agit de faire un peu différent de ce que fait le Code de la presse jusqu'à présent. C'est-à-dire, nous faisons pas mal de réunions, réflexions autour de la profession, là c'est pas ça. Nous invitons des auteurs, mais qui sont des journalistes qui deviennent écrivains, ou des journalistes écrivains, qui viennent présenter leurs œuvres. C'est Jérôme Leroy qui s'en charge. Jérôme Leroy. Ça commence bien, hein. C'est Bruno Canet. Pas le même roi. Hervé Leroy. On reviendra tout à l'heure sur le nom Leroy. Parce que j'ai lu quelque chose à ce sujet. Au salon du livre d'Arras, l'an dernier, il y a des gens qui sont venus me voir pour me faire signer de vos ouvrages. Ça a glissé tout seul. Ça a glissé vraiment tout seul. Là, le but, en tout cas, c'est d'essayer d'avoir plusieurs invités qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les uns avec les autres. Mais on aura des rencontres littéraires comme celle-ci, ça ne sera pas forcément littéraire, on invitera des gens qui prennent des initiatives dans la région et qui parleront de ce qu'ils font, qui parleront aussi de l'actualité. Et là, avec notamment vos bouquins, Jérôme Leroy, il y a beaucoup de choses à dire quant à l'actualité. On verra ça tout à l'heure. De manière à mieux nous en sortir, je demandais à Pascal de venir m'aider à vous interroger. Pascal Babakov, qui est lui-même auteur. Alors Pascal Babakov, qui est auteur de nouvelles et aussi d'histoire sociale. Et il vient de sortir un livre qui n'est pas un roman du tout, enfin si c'est un roman quelque part, 100 ans de lutte et demain 100 ans de lutte syndicale, 1913-2013. C'était à l'occasion du déménagement de la bourse. C'est à l'occasion du congrès de l'Union départementale CGT, ouais. Les 100 ans de l'Union départementale CGT. C'est un livre qui a été écrit avec Pierre Ouderic, qui est historien. Voilà, on a l'habitude de travailler ensemble de temps en temps. On aura l'occasion de le présenter à une autre occasion. Tout à fait. À notre fauteuil. Élodie Souris-Lavergne, on te connaît, tu es déjà venue présenter une première fois ton livre, alors tu es journaliste. Tu as commencé ta carrière à Dunkerque Expansion. Oui. Comme ça, nous sommes un peu proches, parce que c'est là aussi que j'ai commencé ma triste carrière de journaliste. Ensuite, tu travailles maintenant pour le journal des entreprises, après un petit passage pour la communication. Et puis, tu as 29 ans, c'est important de souligner, on verra tout à l'heure pourquoi. Tu viens d'écrire ton premier livre, Les cadavres en fleurs, un titre de polar. Est-ce que c'est un polar? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un polar? Ça se dit comme un policier. Mais... Il y a une intrigue, un meurtre, c'est une vision un peu réduite du polar, mais à la base, c'était pas du tout écrit pour être un polar. C'est l'histoire d'un personnage qui est fou et qui voit le monde de manière très décalée. C'est écrit à la première personne et l'idée de sa folie, c'est de pouvoir faire une critique des défauts de la société contemporaine, mais à travers nous, en fait, voilà. Que ce soit le monde du travail, les relations humaines, etc. Alors, les défauts de la société, voilà. Jérôme Leroy aussi on parle de la société dans ses livres. Alors, Jérôme Leroy, justement, mon lapsus de tout à l'heure, je n'ai pas fait exprès pourtant, mais j'aurais pu. Rien à voir donc avec. Je me suis inspiré de Jérôme Leroy pour vous présenter. Rien à voir avec le footballeur que. Eh ben non. Qui jouait. Qui a joué un peu partout. En plus, il a joué partout. Il a joué à Lens. Oui, c'est vrai. Il a joué à Lens. Et voilà, il a 10 ans de pile de moins que moi. Et lui, il prend sa retraite. Ça vous paraît un peu colibé le lundi matin avec les mômes, à l'époque où je travaillais encore à Roubaix comme enseignant, comme prof. Effectivement, il y avait lundi matin, vous avez bien joué ce week-end, etc. Donc, moi, comme j'aime bien le foot, ça ne me gênait pas plus que ça. Ce qui m'a surtout rassuré, c'est qu'il n'a pas fait non plus une carrière gigantesque. Il a fait une très bonne carrière de joueur
de Ligue 1, mais il n'a pas fait une carrière gigantesque non plus, parce que j'avais qu'une peur, c'est qu'ils se mettent à écrire un livre, ou à faire écrire un livre, genre Jérôme Leroy, Gagné, etc. Et que ce soit le seul Jérôme Leroy qui dépasse les 10 ou 15 000 exemplaires. Alors, ça dit, Donc j'ai été très très heureux, ma personne, pour jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas l'intention d'écrire, parce que ça, c'est un... C'est l'histoire de Gégé Arnaud et Georges Arnaud. Oui, mais sauf que si tu veux, les deux étaient vraiment écrivains. il Ils étaient des vrais écrivains et de très bons écrivains. il a failli vous arriver d'autres mésaventures, c'est qu'il y a encore un autre, enfin il y en a beaucoup, il y a encore un autre Jérôme Leroy. J'ai écrit un papier là-dessus. Oui, c'était dans Causeur. C'est une société et puis après surtout sur mon blog, c'était une société d'entraide et de solidarité des Jérôme Leroy, pour qu'on ne confonde pas. Ouais, c'était génial. Parce que pendant la campagne électorale, j'ai reçu un mail m'indiquant, comme on en reçoit comme ça, un mail de France 3 Bourges, m'indiquant que, comme j'étais candidat Debout la République sur la circonscription de Bourges, je me demandais ma photo pour le soir de la soirée électorale régionale. Et donc, j'ai expliqué que, enfin, il y avait quand même, le mail était, soyons honnêtes, pour France 3 Bourges, était interrogatif malgré tout. Si vous êtes bien ce Jérôme Leroy, est-ce que vous seriez assez gentil pour nous envoyer une photo, parce que, alors donc à partir de là, évidemment, on imagine voilà, une espèce de la super, enfin, footballeur, candidat DLR. Je me suis dit, bon, il ne manque plus qu'un tueur en série. Voilà. Ah, si justement dans le magazine Causeur, là c'est le vrai Causeur, hein, c'est celui d'Elisabeth Lévy. Bon, on en parlera tout à l'heure. Oui, oui, mais je suppose qu'on vous a posé la question 20 000 fois, mais là je vous la posé une fois de plus, pour Valeurs Actuelles. Et c'est toujours fait. Valeurs Actuelles, c'est quand même très très différent. C'est des piges tout à fait ponctuelles pour les pages libres et qui sont dues à une vieille amitié avec le rédacteur en chef uniquement des pages culture. On peut toujours dire, etc. En même temps, les piges, je les prends là où elles se trouvent ici, parce que j'ai envie que je vous propre. Pour Causeur, l'histoire est un peu différente. D'accord. Alors c'est là en tout cas que j'avais lu la proposition de création de ce syndicat des Jérôme Leroy. Vous êtes né en 1964, vous avez donc 49 ans si j'ai bien compté. 48. Vous êtes né à Rouen, donc vous avez été prof, vous êtes tout à l'heure de français, de littérature dans le Nord, à Valenciennes notamment. Vous vous consacrez maintenant à la littérature complètement, vous avez écrit une vingtaine de romans, même plus sans doute. Une vingtaine de livres. Une vingtaine de livres. Vous avez créé et dirigé une collection novellas aux éditions du Rocher. Novella SF. Ouais. Novella SF. Vous êtes auteur de plusieurs anthologies, je sais pas. Et alors, vous avez été aussi en résidence d'écriture à la Villa Marguerite Yourcenar. Parmi les livres que je vais citer, la minute prescrite avant l'assaut, pour l'assaut, Monnaie bleue, on en parlera tout à l'heure. Alors, Monnaie bleue, c'est particulier, il a été écrit en 98, publié aux éditions du Rocher, et il a été réédité en 2009, aux éditions en poche. En poche, 2 ans avant l'apparition du bloc, est-ce que c'est par hasard? Oui, c'est pas. Enfin, non, c'est pas, mais vous avez raison qu'il y a une. Le hasard fait bien les choses. Forme d'inspiration continue, mais c'était pas prémédité. D'accord. Avant Mars prépartait, en 2009. C'est un poulpe, pour ceux qui voient avec sur le net. Le bloc, on verra tout à l'heure la couverture, donc, qui a fait beaucoup parler. C'est le premier dans la série noire chez Gallimard. On en parlera d'Orlande, sur l'attentat, sur la tuerie en Norvège. Dernière nouvelle de l'enfer, ça, il vient de sortir Mais tout juste. dans les éditions Archipel. Bon, il faudra dire un mot tout à l'heure. Et alors, le premier roman, c'était en 90. Vous aviez 25-26 ans, L'Orange de Malte, aux éditions du Rocher. On va voir tout à l'heure comment vous présentez comment vous présentez ce livre, comment vous parlez justement. Oui, il y a 23 ans, je rappelle que même en cas de meurtre, c'est prescription. Il y a prescription. Et c'est rien, 23 ans, la prescription est dépassée. Mais avant de regarder cette vidéo, réclame le droit à l'oubli numérique. on va le faire quand même. Ouais. Je me tourne vers Élodie Souris-Lavergne, donc avec son premier bouquin, Les cadavres en fleurs. Qu'est-ce que j'ai lu sur Les cadavres en fleurs? C'est le plus poignant des romans d'amour contemporains. C'est Queneau qui a écrit ça, c'est possible ça?
Mais c'est aussi une fête du langage. En fait, ça ne concerne pas votre bouquin, ça concerne l'écume des jours de Boris Vian. Mais on pourrait quasiment l'adapter. Oui. J'en fais trop là. Oui. Un peu. Oui, non, c'est pas une histoire, c'est une histoire d'amour un peu ratée, vu que le personnage est complètement fou, il est complètement seul, il est avec quelqu'un, effectivement, pour une bonne partie du moment, ça se termine pas très bien, et c'est pas du tout une histoire d'amour, parce qu'il n'est pas vraiment capable d'aimer, il a perdu sa maman très jeune, il s'en est jamais remis, et depuis, en plus il est rentier, donc il n'est pas vraiment à travailler, à vivre dans la société, donc ça n'aide pas à s'intégrer, à avoir des relations avec les gens. Mais oui, c'est une fausse histoire d'amour en fait, et c'est une critique des relations entre un homme et une femme tout simplement. C'est pas une belle histoire d'amour du tout. Mais vous avez une histoire d'amour avec le langage, avec les mots, oui, avec le vocabulaire, avec... il n'aime pas les vieux, qu'il appelle... Alors, je ne sais plus, j'oublie son nom, enfin ça... Fulbert. Il déteste les vieux, il les appelle les vieilles peaux. Il les déteste vraiment, si vous pouvez tous les assassiner, d'ailleurs je crois qu'il n'en est pas loin. Mais il n'empêche qu'il se trompe, il commet des bévues, il va sauver un chien de la solitude, il va l'enlever en fait à des vieux, à des personnes âgées. Il n'y en a pas dans la salle, donc on peut parler librement. Et il va se rendre compte, alors ce chien s'appelle Rabin parce qu'il est circoncis. Oui, et il va se rendre compte à la fin de la vie de son chien, il trouve un peu bizarre qu'il meure si jeune, mais il se rend compte que finalement, ce chien aussi était une vieille peau. Oui, il s'est fait avoir par le chien qui avait. Il pensait qu'il avait triché sur son âge. Il avait 15-16, et voilà. Il s'est fait avoir encore une fois par une vieille peau qui était un chien cette fois et son vieil ami. Alors c'est quoi cette histoire de vieille peau? En fait, comme il a perdu, l'histoire de Fulbert, c'est un garçon qui a perdu sa maman à l'âge de 10 ans, qui a eu du mal à s'en remettre parce que son père ne lui a pas laissé voir le corps, donc il n'a pas fait de travail de deuil, sa maman était là, on lui a retiré du jour au lendemain, et il s'est dit, voilà, c'est horrible parce qu'il y a des choses qui durent toujours dans la vie comme les fleurs, parce que même quand les fleurs meurent, elles fanent, elles sèchent, on peut les garder, ce qui n'est pas le cas avec le corps humain. Et donc à partir de là, il a un problème. Le corps de sa maman a disparu. Dans sa tête, elle est toujours restée jeune. Elle est morte, elle avait 38 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Donc il est resté bloqué là-dessus. Elle était pianiste, c'était une artiste. Oui, c'était une artiste, elle était pianiste. Il est resté bloqué là-dessus. Et en fait, l'idée, c'est que du coup, il a jamais vu, son père est parti, et voilà, il a jamais vu de personnes vivre et mourir. Et il a un problème, donc, depuis cette mort-là, oui, il a un problème avec la mort, et donc, les vieilles peaux symbolisent un peu le déclin et la course vers la mort. Et voilà, et comme il s'est dit, finalement, on peut garder les fleurs belles, un jour, quand il devient adulte, il se dit les gens que j'apprécie plus ou moins, parce qu'il croit les apprécier, mais on me maltraite un peu, il se dit, je vais les transformer en fleurs. Il décide de transformer les êtres humains qu'il côtoie, et même les animaux qu'il côtoie et qu'il apprécie un peu en fleurs, pour les garder pour toujours. Et du coup, il déteste complètement les vieilles peaux parce que les vieilles peaux, il est trop tard pour les conserver en fleurs dans son schéma esthétique, en fait, parce que ça ne correspond plus à la fleur qu'on va garder jolie pour toujours. Donc la vieille peau, c'est ce qui rappelle la mort de sa maman et le déclin du corps humain. Alors c'est écrit quand même avec beaucoup d'humour noir, beaucoup d'ironie, de l'ambiguïté. Et j'emprunte encore à des critiques qui avaient été écrites il y a bien longtemps, bien sûr, à propos de livres, à propos de l'œuvre de Boris Vian. Voilà. C'est comme ça, mais je crois que ça vous fait plutôt plaisir, puisque c'est bien votre inspiration. Vous avez vu L'écume des jours, le film? Oui, je suis allée voir le jour de la sortie d'ailleurs. J'étais vraiment impatiente c'est mon livre, c'est mon roman préféré, c'est dans mon écriture, ça a été vraiment le roman déclencheur. J'ai découvert Boris Vian assez tard, j'avais 18 ans, donc j'avais déjà lu pas mal de choses, mais j'avais jamais lu Vian. Et quand j'ai vu Vian, je me suis dit, waouh, on peut faire des choses complètement décalées, on peut se lâcher, voilà, vraiment c'est pas que le schéma classique que je connaissais jusqu'alors, et ça a été un peu une révélation. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Enfin, c'est pas Boris Vian que je veux faire, mais c'est un peu ce même genre d'esprit que je veux avoir. Et donc c'est mon roman préféré, c'est mon auteur préféré. Je suis allée voir L'écume des jours et voilà, j'ai été un peu déçue par le film. En
fait, j'ai pas retrouvé la poésie qu'il y a dans l'univers de Vian. Il y a la petite souris, je prends un exemple, la petite souris par exemple, là c'est un humain mini déguisé en souris. Je l'ai pas trouvé personnellement attachant, alors que dans le livre, la petite souris, c'est quasiment ce qu'il y a de plus attachant. Elle est vraiment très poétique, enfin voilà, puis c'est une vraie souris, c'est pas un mini-humain. Donc je trouvais que ça c'était pas vraiment rendu, et puis il y avait des choses peut-être un peu bizarres quand il danse le biglomois, l'espèce de danse, voilà. Voilà, je trouvais que j'ai pas retrouvé j'ai pas réussi à rentrer dans l'univers de l'écume des jours. Je connaissais le livre, heureusement, parce que je me suis dit, si on n'a pas lu l'écume des jours, on va voir un film, et ça doit vraiment être du coup très bizarre. Parce que si on ne connaît pas l'univers de Vian et si on n'apprécie pas un minimum, je ne sais pas ce qu'on pense. J'ai pas rencontré de personnes qui n'avaient pas lu le livre et qui ont vu le film. Donc, je pense que ça doit vraiment être très étrange, parce que même en ayant lu le livre, en l'appréciant beaucoup, évidemment, j'ai trouvé ça un peu étrange. Et puis il y a des choses qui ont été un peu changées. Quand ils tombent amoureux, ils sont dans un petit nuage rose. Là, c'est une espèce de machine qui se promène, c'est pas exactement la même chose. Et, voilà, il y a un côté un peu poétique qui est plus là. Et il y a aussi la façon dont c'est mis en scène. Enfin, il y a beaucoup d'extraordinaire, alors que je trouve que tout le génie de Vian, c'est finalement de rendre l'extraordinaire ordinaire. On est dedans, on y croit, et dans le film, non. Donc voilà, j'étais un peu déçue. Après, il y a des choses que j'ai appréciées aussi, mais globalement déçue. Alors, Jean, vous l'avez lu Oui, j'ai pas lu, oui. Eh ben, moi, j'ai pensé à l'Eurovision évidemment, et je trouve ce que dit Élodie sur l'Eurovision et le film très juste. En même temps, ça me rassure, parce que ça voudrait dire qu'il y a un moment où ce qui pourrait définir la littérature, ça devient inadaptable au cinéma, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'y arrivera pas. Par exemple, il y avait déjà eu des tentatives. Il y avait déjà eu des tentatives, d'ailleurs, non, il y avait déjà eu un prix de présente version dans les 60, si je me souviens bien, que j'ai vu d'ailleurs sur le cas. Pareil, ça ne fonctionne pas de la même manière. Pour en revenir au livre d'Élodie, moi, ce qui m'a intéressé, je n'ai pas forcément pensé à Boris Vian, même si j'ai senti une forme d'écriture, mais j'ai pensé aussi à Marcel Aimé, c'est-à-dire à une forme de fantastique social, comme ça, ou de réalisme fantastique, ou de fantastique social, enfin, c'est ce que faisait beaucoup Marcel Aimé, à savoir à la fois une vision très précise, très aiguë de la société, et en même temps à travers, cette vision très aiguë, très précise, pas à travers le réalisme au sens premier, mais à travers un prisme, et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, je pense que c'est le véritable exercice du feu pour un écrivain, c'est être capable de se mettre dans la peau de quelqu'un, par exemple, radicalement, qui n'est pas vous radicalement, d'un point de vue politique, qui n'a pas votre sexe, qui n'a pas votre âge, qui n'a pas votre... Il faut être capable de se mettre dans la peau d'un chien, d'un rentier à moitié dingue, et le fait d'arriver à faire ça et de garder la note tout le long du roman m'a semblé assez réussi, même très réussi. Tout le monde n'écrit pas à la première personne dans son premier roman. Voilà, en plus, surtout une première personne qui n'est clairement pas une première personne. Oui, bien sûr, oui. Voilà, c'est bien comme clairement ça. pas dans le cas d'Élodie, une première personne, c'est-à-dire que bon, elle ressemble assez peu à un rentier légendé. Mais c'est l'expérience qui est importante. Ceux qui n'ont pas écrit à la première personne, oui, on passe décalage. On le verra tout à l'heure avec le blog. Oui, non, mais c'était même Norland, où c'est quand même une fille de 15 ans qui parle. Donc je pense que c'est le véritable exercice du feu pour un écrivain. C'est-à-dire être capable de rentrer dans la peau et de ne pas mélanger auteur et narrateur. Absolument. Parce que moi, on m'a souvent demandé pourquoi je n'aimais pas les personnes âgées. C'est ça, voilà. J'adore ma grand-mère. Voilà, c'est ça. Elle n'a pas été transformée en fleur. Non, mais Elle a eu un peu de mal. Elle a eu du mal à le dire. Elle a eu un peu de mal, un petit peu. Oui, le problème, c'est que cette confusion-là, on la voit de plus en plus. On ne la voyait pas il y a encore une vingtaine d'années. C'est parce qu'il y a une perte de repères. Mais voilà, donc moi c'était Marcel Aimé au temps de Boris Vian. C'est vrai, alors ça c'est dire, juste 3 lignes. Moi j'adore ça, c'est les escaliers fonctionnaient pour l'aller, chose miraculeuse pour le retour aussi. On n'arrête pas le progrès. Alors il n'y a pas, je ne veux pas être réducteur. Juste un mot sur le curé, le rôle de ce curé, qui n'est pas aussi sympathique qu'il en avait l'air au tout départ. L'idée, je disais, c'était de faire une critique des défauts de la
la société, on entend certaines choses voilà, sur les curés, les pratiques des curés, et voilà, j'avais envie de... C'est là, pour le coup, c'était peut-être un peu plus personnel que la vision seule de Philbert, et j'avais envie de dénoncer un peu cette toute puissance du curé, et puis de montrer que derrière, il y a aussi un homme avec ses défauts, avec sa faiblesse. Surtout avec ses défauts et ses faiblesses. Et sa faiblesse, voilà. Donc c'était, voilà, là pour le coup c'était peut-être de retranscrire ce que moi j'entendais, ce que je ressentais de la religion telle qu'elle est perçue aujourd'hui dans les médias.